Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Préparatifs de la rentrée scolaire. Dans quelques jours, des millions d'élèves reprendront le chemin des classes. Cette année, 320 de nouveaux établissements ouvriront leurs portes pour alléger la surcharge et améliorer les conditions d'apprentissage. En France, une crise politique et économique s'est installée après la journée de mobilisation du 10 septembre dont le traitement médiatique fait polémique. La CGT dénonce le 20h de France 2 accusé d'avoir minimisé la mobilisation. Un traitement jugé partiel que le syndicat qualifie de pitoyable. Adoption de la déclaration de New York à une large majorité par l'Assemblée générale de l'ONU, un texte qui relance la solution à deux États et qui appelle à mettre fin au génocide Arza. Sur le terrain, la réalité est autre. Plus d'1 million de Palestiniens sont poussés vers l'exode. Au Maroc, la contestation sociale gagne du terrain. Dans la région enclavée d'Azellel, les habitants dénoncent des décennies d'abandon. Ils réclament une vie décente, des revendications qui se heurtent à la répression du mercenaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans près d'une semaine, les vacances scolaires seront derrière nous et des millions d'élèves reprendront le chemin des classes. Cette rentrée ne sera pas tout à fait comme les autres. 322 nouveaux établissements ouvriront leurs portes un peu partout dans le pays. Des écoles, des collèges et lycées accueilleront davantage d'élèves et réduiront ainsi la surcharge dans certaines régions. Alors, d'autres projets sont encore en cours. C'est en tout cas une rentrée scolaire qui offrira de meilleures conditions d'apprentissage dès cette année. Yanis Abdelkassem. La rentrée scolaire 2025-2026 sera marquée par le renforcement des infrastructures éducatives. Pas moins de 300 établissements scolaires ont déjà été livrés à travers tout le pays. Le secteur de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville a réalisé 322 établissements scolaires, tous cycles confondus. Une opération destinée à alléger la pression sur certaines régions et couvrir les besoins de toutes les wilayas en la matière, notamment dans les nouvelles villes. L'objectif étant de garantir la réussite de la rentrée scolaire. 180 000 places pédagogiques ont été créées et équipées des dernières technologies pour améliorer les conditions d'accueil des élèves et leur assurer un cadre d'apprentissage de qualité. D'ici la fin de l'année, nous prévoyons la livraison de 653 nouveaux établissements scolaires répartis sur 594 sites avec plus de 324 écoles primaires d'une capacité de 16 000 places, 228 collèges pouvant accueillir 165 000 élèves et 101 lycées avec une capacité de 1001 places pédagogiques. D'autres projets sont en cours de réalisation, confirmant la place prioritaire accordée à l'éducation. L'école reste plus que jamais au cœur des politiques publiques comme levier essentiel pour mieux préparer l'avenir du pays. En France, la rentrée des classes a vite laissé place à un dossier brûlant, l'économie française et les déboires du gouvernement. La journée du 10 septembre qui a paralysé une grande partie du pays avec des blocages et des manifestations à travers toute la France a été au cœur des débats médiatiques. Ils ont été marqués par des lectures partisanes, le tout sur fond d'inquiétude des Français. Des inquiétudes qui risquent d'être exacerbées par la notation Fitch qui devrait dégrader la note de la dette française, faisant planer ainsi un peu plus le spectre d'une crise économique profonde. La correspondance est signée Afeb Belouchette. La France peine encore à se remettre de la journée de mobilisation du 10 septembre. Près de 200 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 850 actions recensées, 596 rassemblements et 253 blocages. Sur les plateaux télévisés, les débats s'enflamment, alimentés par des lectures partisanes. Oui, nous nous sommes préparés ici. Vous savez, ça fait 10 jours qu'on dit que c'est l'insurrection qui commence. Et je vous dirais, les manifestations, oui, la chienlit, non. Les seuls messages politiques qu'on a entendus, c'est des messages révolutionnaires d'extrême gauche, de la violence. D'autres vont jusqu'à sommer les mécontents de quitter le pays. Si vraiment c'est insupportable, il faut aller ailleurs. Et l'on continue à s'écharper sur le succès ou l'échec de l'initiative, mais c'est souvent sur les médias indépendants en ligne que les réponses apparaissent les plus claires.
Le ministère de l'Intérieur a recensé 175 000 personnes à travers toute la France. Et si l'on prend cette manière de compter, celle du ministère de l'Intérieur pour référence, eh bien c'est plus que tous les mouvements de gilets jaunes, sauf le premier épisode. Pendant ce temps, la vie politique avance au rythme des consultations pour la formation du nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre promet de construire un projet collectif, mais dans la rue, la défiance persiste. Je pense que c'est une catastrophe. En fait, je suis largement dégoûtée en fait parce que je vois le pays se détériorer. En fait, au niveau de la politique, on vire des premiers ministres, on remet les mêmes. Moi, je suis consternée par un président en fait qui a l'air de dénigrer les Français en fait. Parce que la France va devenir, je pense qu'avec l'Assemblée nationale, les représentants du peuple que nous avons, ça n'ira pas plus loin ou guère plus loin. Et je ne vois pas d'autre solution que la dissolution ou même plus. C'est très compliqué actuellement en France. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. C'est vrai que la situation économique et politique, elle n'est pas très réjouissante malheureusement. L'économie, elle retient son souffle. La perspective d'un abaissement de la note française plane. La logique voudrait qu'il y ait une dégradation, entend-on déjà. Si certains observateurs relativisent l'impact d'un éventuel déclassement, le passage de A1- à A+, changerait de catégorie. La dette française basculerait des titres de haute qualité à ceux dits de qualité moyenne supérieure. Un symbole fâcheux pour le nouveau chef du gouvernement, mais aussi de possibles conséquences sur les financements du pays. De leur côté, dans plusieurs villes, les collectifs à l'origine du 10 septembre s'interrogent déjà sur la suite à donner. Avec un horizon tout proche, la grande journée de grève générale annoncée le 18 septembre. C'est une mobilisation qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. La couverture médiatique a fait polémique. La CGT accuse le 20h de France Télévisions d'avoir minimisé la mobilisation et d'avoir occulté les revendications des manifestants. Le syndicat dénonce un cadrage jugé partiel qui met l'accent sur les blocages et les incidents, mais pas sur les causes profondes de la colère. Selon la CGT, ce choix éditorial alimente le sentiment de mépris envers une contestation populaire qui voulait avant tout faire entendre ses demandes sociales. Bouchra Boali. Bonsoir, bienvenue dans le 20h, très heureuse de vous retrouver. Pitoyable et méprisant, c'est en ces termes que la CGT a qualifié le 20h de France 2, présenté le 10 septembre dernier par Léa Salamé, campagne de Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique. La centrale syndicale dénonce un journalisme de cour et une ligne éditoriale rance et partisane de la chaîne publique qui mépriserait les citoyens en adoptant volontairement un traitement biaisé des événements, affirmant que le journal télévisé a abordé la journée de mobilisation du 10 septembre sous un angle exclusivement sécuritaire. Les forces de l'ordre se retrouvent acculées. La confrontation dure une quinzaine de minutes. Plus loin, les policiers tentent de protéger la gare du Nord. Dans toute la France, 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l'Intérieur, moins que pour le premier week-end des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, selon un reportage du journal de France 2, ont permis aux forces de l'ordre d'être plus efficaces. Ce qui a suscité l'indignation de la CGT qui reproche au reportage son parti pris, notamment en n'évoquant pas les violences policières depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, mutilation, éborgnement et 3 décès depuis 2015. Le parallèle avec les Gilets jaunes est d'ailleurs constamment établi par la chaîne de télévision française qui passe pourtant sous silence la principale revendication du mouvement Bloquons tout qui réclame la tête de Macron, contrairement au mouvement de la révolte des ronds-points. Macron est remonté. Et tout le monde, les retraites ne demandent pas. On va où là? Il veut nous faire crever la dalle. C'est un foutage de gueule de plus. Il y a plus de Premier ministre que d'années d'études que j'ai, donc ça commence à faire beaucoup quand même. Un ras-le-bol général que la direction de l'information de France 2 a réduit à une question de perturbation pour la France qui travaille. Les esprits commencent à s'échauffer. Pourquoi ils bloquent tout le monde pour ça? On veut juste aller bosser et passer 1 heure de plus sur la route pour ça. Moi, j'ai rien demandé. France 2 se serait livré, selon la CGT, à une manipulation grossière en occultant les revendications sociales, en éclipsant les causes de la fronde populaire et en présentant le mouvement Bloquons tout comme un mouvement de casseurs, de voyous ou encore de Black Bloc, sans rappeler qu'il s'agit d'abord de citoyens exprimant des revendications légitimes. Vous avez un discours très à gauche,
Ouais, est-ce que ça veut dire que le mouvement est très à gauche? En fait, quand on s'est rassemblés en AG, on s'est pas dit toi t'es quoi, toi t'es quoi. C'est juste on était dans un mouvement commun, on s'est pas dit lui. Mais les mots d'ordre sont plutôt de gauche. Le 20h de France 2 a par ailleurs tenté de voiler les atteintes à la liberté de la presse, puisque selon la CGT, il ne fait aucunement mention de la note du ministère de l'Intérieur envoyée cet été aux forces de l'ordre, qui supprime le statut protecteur des journalistes en cas de violences urbaines. Une directive qui exposerait les reporters au même traitement que les manifestants. L'une des plus importantes forces syndicales de France n'a pas manqué de fustiger le sujet consacré au cardinal Bustillo, qui aurait invité à sortir de la lutte des classes. Un choix dénoncé par la CGT comme une tentative de dépouiller le débat social de sa dimension politique. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une très large majorité la déclaration de New York, un texte qui veut relancer la solution à 2 États. 142 pays ont voté pour, 10 contre et 12 abstentions. Un texte perçu comme le socle du sommet de l'ONU prévu le 22 septembre prochain. La déclaration appelle à mettre fin au génocide Arza, à ouvrir la voie à un règlement juste, pacifique et durable et à envisager une mission internationale temporaire pour stabiliser le territoire. Arza, sur le terrain, la situation reste dramatique. Les bombardements se poursuivent, faisant chaque jour de nouvelles victimes et détruisant des quartiers entiers. Les Razaouis sont pris au piège, sans eau ni électricité, sans issue possible. Malgré les nombreux appels à quitter l'enclave, beaucoup choisissent de rester sur place, déterminés à faire face à l'occupation sioniste. Une population qui résiste, mais qui vit dans d'extrêmes conditions. Salama Al-Iwadi ainsi que Bali Amrani. Une énième escalade de l'armée sioniste dans les territoires palestiniens, faisant encore des morts et des blessés. Les bombardements sont intensifiés pour forcer les populations à l'exode. L'objectif étant de pousser 1 million de Palestiniens à quitter leurs terres. Pour arriver à ces fins, l'occupant sioniste utilise sans sourciller tout son arsenal de guerre. Mais pas que, il mène une véritable guerre psychologique pour fragiliser la résilience des Razaouis afin de les contraindre à quitter leurs terres. Nous restons ici. Où voulez-vous qu'on parte? Au début de la guerre, je n'ai pas quitté Raza. Maintenant aussi, nous résistons malgré la peur et la faim. En quelques jours seulement, des dizaines de bâtiments ont été rasés par les missiles. Sans répit, les bombardements sionistes visent toute l'enclave. Aucun territoire n'est sûr, ni le nord ni le sud. Beaucoup sont partis et revenus. Nous comptons résister et rester ici dans l'enclave. Nous ne vivrons que notre destin. L'occupant sioniste continue de pousser les habitants de Raza à l'exil, leur faisant croire qu'ils peuvent aspirer à trouver un lieu sûr ailleurs. Mais ce n'est que peine perdue. La mort et la misère les guettent. Ils sont constamment ciblés par les bombardements et sans les moyens les plus élémentaires nécessaires à la survie. Ni eau, ni nourriture, ni accès aux soins. Mon voisin a quitté Sabra pour aller au sud. Il est revenu avec ses enfants dans un linceul. Toutes les tentatives de l'occupant sioniste de vider la bande de Raza sont restées vaines devant la résistance et la bravoure d'un peuple qui reste attaché à sa terre qu'il compte préserver malgré sa destruction massive par le génocidaire sioniste. À une autre échelle, le peuple sahraoui fait lui aussi face à une répression continue dans les territoires occupés. Des violences dénoncées à Genève lors d'une conférence internationale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Plusieurs ONG et États ont alerté sur la gravité de la situation et appelé à des mesures pour garantir enfin au Sahara occidental le respect de ses droits fondamentaux et de son droit à l'autodétermination. Mohamed Kaïs et Maïsal Bouala. La situation dramatique des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, aggravée par un blackout médiatique orchestré par l'occupation marocaine, a été au cœur des débats lors de la 60e session du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, organisée au siège de l'ONU à Genève, sous l'égide de plusieurs ONG internationales. Plusieurs conférences sont venues tirer la sonnette d'alarme sur les violations systématiques commises dans les territoires sahraouis occupés et appeler la communauté internationale à prendre des actions d'urgence.
Le Maroc continue de protéger les responsables impliqués dans de graves violations bénéficiant jusqu'à ce jour d'une impunité totale. Je suis moi-même une rescapée de la disparition forcée et c'est inquiétant de voir que malgré les sollicitations répétées, le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'a toujours pas obtenu l'autorisation de se rendre au Sahara occidental. La voix de l'Afrique du Sud s'est par ailleurs élevée avec force. La représentante permanente auprès de l'ONU a fustigé ce qu'elle a qualifié de politique d'apartheid menée par le Maroc contre le peuple sahraoui. Elle a mis en lumière le recours systématique à la torture, au procès inéquitable et à la criminalisation de l'identité sahraoui. Ce refus traduit la volonté du Maroc d'empêcher toute surveillance indépendante de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental et l'accentue les inquiétudes sur le respect des droits du peuple sahraoui. La conférence qui a rassemblé de nombreuses ONG et défenseurs des droits humains a unanimement insisté sur l'urgence d'une mobilisation internationale. Tous ont souligné la nécessité d'exercer une pression accrue sur les instances compétentes afin que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination soit enfin respecté, conformément à la légalité internationale. Au Maroc, la grogne sociale gronde. Cette fois, c'est dans le centre, dans la région d'Azlel, que la population dénonce sa mise à l'écart et des décennies de promesses non tenues. Les conditions sont intenables selon leurs témoignages. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas même d'infrastructures de base. Les Marocains réclament tout simplement une vie décente, mais une fois encore, leur voix se heurte à la répression du Marzen. C'est une contestation locale qui illustre le profond malaise des régions enclavées, trop longtemps oubliées. Fouzia Tej et Badi Amarni. La situation dans la ville d'Eit Abbas, région d'Azilel au Maroc, est devenue tellement invivable que les populations ont décidé de sortir dans la rue pour dénoncer l'exclusion et la marginalisation. Pour eux, la patience a des limites et les tentatives du système du Marzen d'étouffer leur voix sont devenues vaines devant des citoyens qui ont décidé de prendre en charge leur destin. Nous représentons les habitants d'Eit Abbas qui souffrent de misère, de marginalisation et de l'exclusion programmée. Nous vivons avec nos familles et nos enfants des conditions difficiles. Nous n'avons rien, ni école, ni hôpital. Sortis dans la rue, les populations d'Eit Abbas ont été accueillies comme de coutume par la répression à laquelle recourt le système du Marzen à chaque fois que des manifestations et des grèves sont organisées. Cette fois encore, les habitants réclament leur droit à une vie décente. La Constitution consacre le droit à l'éducation et à la santé pour tous les Marocains. Est-ce que nous ne sommes pas des Marocains? Cela fait des dizaines d'années que nous réclamons un collège dans notre région. Des départements marocains entiers sont isolés. Leurs populations sont marginalisées. Elles réclament justice, écoute et des solutions à leurs préoccupations qui n'ont que trop duré. Revenons chez nous en Algérie avec la clôture d'un atelier international consacré au patrimoine mondial. Durant plusieurs jours, des experts venus d'Afrique et d'ailleurs ont échangé leurs expériences pour mieux préparer les futures inscriptions de sites culturels et naturels. C'était, rappelons-le, lors de la foire commerciale intra-africaine, un atelier en marge des journées créatives africaines qui ont mis en avant les talents du continent, confirmant ainsi le rôle de l'Algérie comme acteur clé du patrimoine africain. Maïssa Bouala. L'atelier international de formation consacré à l'évaluation préliminaire des propositions d'inscription de sites archéologiques sur la liste du patrimoine mondial s'est tenu dans une démarche qui illustre l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts internationaux pour la préservation du patrimoine commun de l'humanité. Un espace d'échange qui a réuni des experts venus de différents pays afin de partager leur expérience et de renforcer les compétences en matière de sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. L'aspect théorique portait sur la présentation de la méthodologie d'élaboration de l'évaluation préliminaire, tandis que sur le plan pratique, chaque participant a présenté le dossier représentant son pays. Le premier aboutissement de cet atelier a été la formation des experts africains et algériens afin qu'ils se familiarisent avec le nouveau processus d'inscription et qu'ils puissent ainsi préparer eux-mêmes leurs propositions.
Le Palais de la Culture a également hébergé des activités, des journées créatives africaines organisées en marge du Salon du commerce intra-africain à Alger. Plusieurs créateurs algériens et africains se sont rencontrés à cette occasion, un nouvel hommage aux capacités de la jeunesse africaine, mais aussi une opportunité pour mettre en lumière des talents novateurs qui contribuent à bâtir des ponts de communication entre les peuples. C'est une consécration à l'échelle africaine, preuve que l'Algérie dispose bel et bien d'une plateforme prête à impulser une nouvelle dynamique à l'industrie du film d'animation. Les jurys présents sont africains. Cette initiative a pour but de leur faire découvrir notre gastronomie. Nous honorons en vous non seulement l'excellence, mais aussi la volonté de relever les défis et l'esprit d'initiative. À travers vous, c'est également l'Algérie que nous mettons à l'honneur, ainsi que sa contribution au sein du continent africain. Je tiens à vous féliciter de tout cœur pour la réussite éclatante de l'organisation du Salon du commerce intra-africain, ainsi que pour l'obtention du prix du meilleur pavillon lors de cet événement prestigieux. Je me réjouis de cet événement et félicite l'Algérie pour cette consécration importante. Cette manifestation africaine s'est clôturée avec une fusion entre le patrimoine et la création, reflétant ainsi la place de l'Algérie en Afrique dans le domaine patrimonial. L'Algérie a toujours été soucieuse de la préservation de son patrimoine tout en s'ouvrant sur la diversité culturelle du continent. Voilà qui clôture cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Puis je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée sur Canal Algérie.